Les îles du Québec ont chacune leur caractère unique. Anticosti, les îles Mingan, Sept-Îles, l'île aux Grues, l'île aux Coudres, Grosse-Île, l'île d'Orléans et les îles de la Madeleine. Je m'appelle Éric Faneuf et je suis anthropologue-archéologue depuis presque 30 ans. Je vous invite à me suivre et faire le tour des îles, découvrir leur beauté, leurs habitants et leur histoire. Bonjour, bienvenue à Le Tour des îles. Présentement, on se trouve sur l'île Nue, une des deux îles qu'on va visiter aujourd'hui, avec l'île aux Perroquets, qui font partie de l'archipel de Mingan. On va faire le tour de l'île avec notre guide, M. Guy Côté de Parc Canada, qui va nous présenter les particularités de l'île, sa végétation unique, son histoire aussi unique et les monolithes, symboles de l'archipel des îles de Mingan. Dans les faits, quand on y pense, l'île Nue, c'est comme un carrefour, un rendez-vous aussi bien pour les pêcheurs, c'est un rendez-vous pour du paysage arctique. C'est vraiment un lieu très particulier. Il y a une richesse au niveau de la flore de l'île. C'est un monde arctique, c'est comme si on leur donnait un morceau de l'Arctique qui est plus au sud, qui est présent dans les îles Mingan, puis chargé d'un paysage mystérieux, avec des monolithes. On explique donc aux gens le pourquoi de cette nudité-là sur l'île. Oui, l'île apporte son nom parce que... Parce que, aussi bien pour les Inuits que pour nous, c'est une île sans forêt. C'est la glace dans le sol qui sectionnait, qui découpait par des tensions le sol, la tourbe. Mais dans les faits, c'est une relique de la petite ère glaciaire. Les gens qui arrivent dans notre région se disent toujours « mais il n'y a pas de bois. Les arbres sont malades cette année, avez-vous vu? Les sapins, les épinettes. » Oui, mais on n'est pas venu pour le bois ici, on est venu pour la pêche. Et c'est ça, c'est la mer qui est riche ici, c'est pas la forêt. Donc, au-delà des apparences, les gens ont comme cette impression que comme l'île est nue, qu'on est pauvre. Tu sais, qu'un paysage arctique, c'est pauvre. Ah, c'est joli. Les paysages sont absolument fantastiques. Ouais. C'est le coin qu'on pourrait dire des poteries, des ruines. Et un endroit toujours fragile tout de même, là. On marche sur des fragments de monolithes qui s'érodent continuellement. C'est ce qui forme la plage ici. Oui, tout à fait. C'est un jeu de déconstruction, démolition. Donc un jeu où le gel-dégel va sectionner les choses, où les tempêtes vont s'insérer, mais vont disloquer un peu le tout. C'est sûr qu'en étant au nord-ouest d'une île, on n'est pas vis-à-vis le lieu où l'impact ou la force de la vague de tempête a le plus d'influence, parce que c'est au sud-est, sud-sud-ouest, avec les bons vents, que là, la mer, avec le fetch, la longueur qu'elle peut couvrir, va arriver avec une plus grande force. Mais ici, au nord-ouest, on peut penser que cet ensemble-là est assez solide. Puis l'île a déjà eu, maintenant, bon, l'île, on la visite, mais par le passé, les gens l'utilisaient. Oui, oui, les gens l'utilisaient à la fois pour y laisser des animaux qui allaient y paître en tranquillité, dans l'absence de prédateurs. Et les premiers habitants, donc Pointe-de-Mingan, comme ceux d'Arbre-Saint-Pierre, ceux de bien des villages de la côte, avaient des petits cheptels, c'est-à-dire des petites fermes familiales, on va dire, avec poules, surtout cochons, mais parfois une vache laitière, et sinon chevaux, juments,
poulain. On voit des photos du début des années 1900 dans les albums photos des gens de Longue-Pointe, de Mingan. Puis on voit donc ces gens qui pique-niquent sur l'île nue. On voit même des messes aussi s'instaurer. On voit des gens qui font du camping sur l'île. Il y a un site de camping traditionnel, toujours du côté ouest de l'île. Et on peut camper pour les visiteurs réguliers du côté nord-est de l'île aussi, avec 2 sites de camping à l'heure actuelle. Mais l'île demeure quand même un peu fragile, surtout pour son monde botanique puis son monde arctique, qu'il faut faire attention de préserver. Puis on s'approche aussi d'un endroit qui est très significatif, très riche en fossiles. Mais surtout la partie supérieure des petits monolithes qui sont là, elle est chargée de coraux, d'éponges, de différentes petites tubulures. On aperçoit ici, par exemple, une éponge qui est sur le côté. Donc, le centre est juste là. Oui, OK. Ouais, le centre est juste là. Beaucoup de choses comme celles que j'ai dans mon sac aussi, qui nous montrent un peu ce que ces fossiles-là pouvaient être. Aussi, on voit là, les tubulures d'un corail. Ouais. On voit aussi... les gastéropodes ne sont peut-être pas nécessairement présents beaucoup dans cette partie-ci. On en verra un peu plus loin, en grande quantité. Quelques petits gastéropodes aussi, là, qui peuvent être présents ici et là. Ouais. Mais minuscules parfois. Mais surtout, beaucoup de débris. Souvent, un fossile se trouve à être un moulage de la chose, un moulage interne. C'est réellement exceptionnel là, d'avoir un animal complet là, qui aurait 450 millions d'années et plus là, dans les mains. Parce que la plupart du temps, ce ne sont que des débris. Ils ont cassé, ils n'ont pas nécessairement une coquille aussi composée d'éléments assez durs pour résister dans le temps et former ce moulage-là et laisser le temps à la vase, le sable à l'intérieur durcir. On possède dans les îles Mingan les plus vieux fossiles de coraux au monde. Okay. Les tout premiers fossiles à laisser leurs traces dans la vie terrestre sont dans les îles Mingan. Fait qu'à partir d'ici, c'est quoi la suite de la visite? Bien, dans le fait, après cette découverte de l'île nue, je crois bien que le milieu maritime nous attend encore plus, nous titille. Et les oiseaux marins, l'île aux perroquets, je pense que ça va être la cerise sur le sundae. C'est pas pour les oiseaux que la plupart des nôtres fréquentaient ces îles-là, à une certaine époque du moins. C'était pour les œufs. Même pour les Inuits, l'île aux perroquets, c'est une île en forme de nid. L'ensemble des îles ici, avec l'île où il y a le phare, sont les îles aux perroquets. Perroquets, perroquets de mer, non populaires pour les macareux, mais calculo pour les Acadiens madelinots de la région, manouékoutan pour les Inuits, l'oiseau qui creuse avec son bec. Mais donc, on venait dans ces îles-ci, où ce sont des lieux où les oiseaux vivent de façon très concentrée, en l'absence de prédateurs, avec des petites falaises, beaucoup de nourriture autour. C'était un endroit, on va dire, rêvé pour eux. Puis depuis très longtemps, les îles des perroquets, l'île aux perroquets, sont connues. Et ces œufs-là ont constitué longtemps comme des petites gâteries du printemps pour les gens de la région. Certains aussi, de par leur nature, ont besoin d'être mieux camouflés ou pas. L'œuf du macareux que j'ai dans les mains, tu vois qu'il est lisse, il n'y a aucune tache. Bien, le macareux dépose son œuf dans le fond d'un terrier. Donc, il n'est pas à la vue des prédateurs ailés ou de d'autres prédateurs. Donc, c'est un peu comme ça qu'il n'y a pas besoin d'être camouflé avec des taches et se confondre avec le milieu. Il est sous terre. Combien d'espèces nichent sur l'île? Dans les faits, si on parle d'oiseaux marins, il y a facilement goéland, mouette tridactyle, guillemot marmette, guillemot à miroir, macareux, petit pingouin, eider, goéland. Donc, on a facilement 7, 8, 9, 8 espèces qui nichent sur l'île aux perroquets uniquement, avec aussi quand même des bruants.
ces petits oiseaux, ou des merles à l'occasion. Il y a des hirondelles des rivages, des hirondelles bicolores. Puis l'île devient comme un petit plateau d'hors-d'œuvre pour bien des oiseaux de rivage aussi à cette saison-ci, là, au mi-temps de l'été. Mais donc au printemps, cette concentration-là d'oiseaux, cette facilité à aller cueillir des œufs, pendant longtemps a attiré des gens, et peut-être un peu trop, jusqu'au point où, quand les Américains, des Terneviens et tout, s'aventuraient jusqu'ici et récoltaient des œufs, bien, le gouvernement a dû établir une loi, a dû faire des réglementations, américains comme canadiens, pour protéger les alcidés, la famille des macareux, petits pingouins et guillemots-marmettes, les protéger, interdire d'accueillir des œufs, interdire la chasse de ces oiseaux-là. Dans les faits, petits pingouins, marmettes et maquereux ont la plupart du temps un seul œuf. Donc, récolter des œufs, c'était créer une mortalité artificielle, ajoutée à la mortalité naturelle. On est sur le site du phare. Ici, je crois qu'il y a des personnages importants de la Côte-Nord qui ont été gardiens ici. Dans les faits, ils ont été plus que gardiens de phare, ils ont été gardiens de la mémoire de la région. Des gens comme Placide Vigneault, des gens comme le comte Henri de Puy-Jalon, même des gens comme Mme Mary Colin-Cavana, ce sont des gens qui ont trouvé important de rafraîchir nos mémoires, d'écrire, de tenir journal, de faire remarquer tout un ensemble de choses, parce que la vie au Perroquet, la vie sur cette île n'était pas celle uniquement d'une île où il y avait un phare, mais c'était celle où il y avait des familles dans un phare, c'était celle où il y avait des aventures, des visiteurs, celle où on vivait, il y avait une ferme, des animaux, il y avait des tempêtes, des bateaux qui circulaient, des visiteurs. Enfin, tenir journal, c'était vouloir aussi exprimer toutes ces importances-là. Mais on sait qu'assez tôt, la corne de brume se fait installer sur l'île, qu'assez tôt, donc dans les années 1910, pour la corne de brume, donc un criard, comme on l'appelle. On sait aussi que des mâts avec des pavillons pour indiquer des choses aux gens, les feux, les gros feux pour indiquer un problème, etc., sont allumés sur l'île. Là, c'est une corne de brume manuelle, celle d'un bateau. Mais celle du gardien de quai sur un quai de la région était beaucoup plus massif. Celle du gardien de phare fonctionnait avec des moteurs en duplex, donc compresseur, générateur, moteur pour faire actionner tout ça. On met ça au repos, on fait marcher la deuxième série et parfois c'est 20, 25, 30 jours de brume. Et donc ce son, au moins, on peut le recréer, mais de façon manuelle comme à l'époque, avec cette corne de brume manuelle. Ça, c'était celle qu'ils utilisaient à l'époque, là, carrément. Oui, là. oui, mais pas au phare, mais à bord des bateaux. Oui, oui. À bord des bateaux, dans ce cas-ci. Et donc, un simple soufflet, une sortie d'air un peu mince et de quoi pomper. On pourrait l'entendre? Oui. Alors, on imagine la brume, le son, Oui, et puis oui. ça conduit. En fait, le son est mieux conduit lorsqu'il y a de la brume. Oui, oui, oui. Puis, mais c'est toujours quand même l'onde radio qui, par la suite, a gagné. Et c'est de là aussi la radio Beacon, la radio balise, qui émettait la lettre J, alors que dans une autre station de phare, c'était une autre lettre. Et donc, non seulement les bateaux, mais même les avions en tempête pouvaient, par triangulation, se retrouver, alors que la lumière ou le son avaient plus de limites. Guy, merci énormément pour cette belle visite, puis nous en avons fait connaître plus sur l'île au Perroquet. Grand plaisir, puis enfin, espérant que bien des gens aient le goût d'aller encore plus loin.